la prise de conscience du dérèglement climatique se fait de plus en plus ressentir. On comprend que la principale source de nos problèmes est le rejet dans l'atmosphère d'une molécule très particulière, le dioxyde de carbone, afin notamment de développer la société humaine. Mais concrètement, comment se défaire du problème quand la société entière est accro à cette substance magique ? Je m'appelle Pierre et avec Alex, nous allons vous parler d'environnement et de parcours inspirants. Pour nous, comprendre le problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Bienvenue sur Post Carbone. Adopter les bons gestes pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, c'est bien. Mais comment savoir si vos gestes sont les bons gestes ? Prenons un exemple. Vous partez de Montréal pour aller à Vancouver. Est-ce qu'il vaut mieux prendre l'avion, le train qui fonctionne au diesel avec peu de passagers, la voiture avec une personne, la voiture avec deux personnes, la voiture électrique avec une personne, sachant que vous passez au Québec puis en Alberta? On se rend compte que derrière un choix se cachent énormément de paramètres qui peuvent complexifier le choix si l'on veut vraiment être efficace dans notre réduction d'émissions. Heureusement, pour y voir plus clair, on peut faire appel à la science. Il existe une technique qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Alors aujourd'hui, on s'est tourné vers Cécile Bull, professeure au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale à l'Université du Québec à Montréal. Elle est une grande spécialiste du sujet et travaille notamment avec le Centre international de référence sur l'analyse de cycle de vie de la transition durable, le CIREG. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler donc analyse de cycle de vie et consommation durable et un peu économie circulaire. Et donc, qui de mieux que notre speaker du jour pour présenter un petit peu qu'est-ce que c'est globalement, est-ce qu'on peut, en quelques mots, définir qu'est-ce que c'est que l'analyse de cycle de vie et la différence avec l'économie circulaire? Oui, bien sûr. Merci. Merci pour la question. Donc, merci de m'offrir l'opportunité de clarifier parce que je pense qu'il y a souvent un amalgame entre analyse du cycle de vie et économie circulaire. Quand on parle d'économie circulaire, le principe, c'est de sortir d'une économie linéaire. C'est de sortir d'une économie linéaire, c'est-à-dire d'une économie où on va extraire des ressources et puis finalement les enfouir en fin de vie. Quand on parle d'économie circulaire, on va essayer de sortir de cette linéarité, de boucler, donc soit par le fait de recycler, de réduire les déchets, de trouver des stratégies plus efficaces et ainsi de suite. Quand on parle d'analyse de cycle de vie, ça n'est pas du tout la même chose. L'analyse de cycle de vie peut analyser n'importe quel type de produit, de service, de mode de vie, même quelque chose qui n'est pas du tout linéaire. On peut parler, par exemple, de mesurer l'analyse de cycle de vie d'un produit extrêmement polluant, peu vertueux. Le principe de l'analyse de cycle de vie, c'est d'être capable de quantifier les conséquences environnementales d'un produit tout au long de sa chaîne de valeur, donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Donc ça peut être un produit qui est issu de l'économie circulaire, ça peut être un produit qui n'est pas issu de l'économie circulaire, et l'analyse de cycle de vie peut être utilisée pour éclairer l'économie circulaire, pour aller comprendre est-ce que, quand je mets en œuvre de l'économie circulaire, je suis réellement en train de réduire les impacts environnementaux. Parce que parfois, on va avoir des déplacements d'impact. Parfois, en essayant de résoudre un problème, donc par exemple limiter les déchets, on va créer d'autres problèmes, par exemple utiliser plus d'énergie pour réussir à boucler la boucle, qui va avoir d'autres conséquences sur le climat ou d'autres choses. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est un outil de quantification, c'est une façon d'avoir des métriques de la durabilité, alors que l'économie circulaire, c'est plus un principe de modèle économique. Donc c'est ça, en gros, les nuances. Alors, du coup, donc là, on comprend bien on a introduit le mot économie linéaire, économie circulaire. Est-ce que c'est un problème d'avoir une économie qui est linéaire ? Est-ce que c'est... Alors, l'enjeu, c'est qu'on vit sur une planète qui est finie. On entend parler de cette théorie. Mais... et donc, on a plusieurs limites à cette planète, que ce soit des limites en termes d'approvisionnement en ressources, que ce soit des limites en termes de capacité de la planète à accepter certains impacts environnementaux. Quand on parle du changement climatique, la limite, c'est pas forcément le stock de ressources, c'est plus la capacité de notre atmosphère et à ne pas dépasser un seuil irréversible où la vie ne serait plus possible sur Terre. Habitable. Donc, en fait, c'est une des solutions qui est envisagée pour limiter tous nos enjeux sur le climat et les autres enjeux environnementaux. D'accord. Okay.
Et donc, comment est-ce que ça s'insère dans cette dynamique-là, l'analyse de cycle de vie? En fait, c'est un outil d'aide à la décision. Exactement. L'analyse de cycle de vie, j'aime bien l'image de l'étiquette nutritionnelle. Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est la façon de faire un étiquetage environnemental qui tienne compte de l'ensemble des conséquences sur tout notre cycle de vie. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de révéler ce que l'on ne voit pas. Souvent, ce que l'on a sous les yeux, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Quand on parle d'économie circulaire, on voit notre bac de déchets, on voit la quantité de plastique qu'on met dans notre bac de recyclage, et ça prend beaucoup de place pour nous en termes de prise de décision, parce que c'est ce que l'on a sous les yeux. Par contre, on voit beaucoup moins tout ce qu'il y a eu en amont, toute la production qu'il y a eu, on voit beaucoup moins tout ce qui va se passer en termes de transport des personnes et des biens. Et on ne voit pas vraiment les gaz à effet de serre. On commence à voir les conséquences, mais il y a beaucoup de choses qui sont invisibles et qui du coup ne sont pas prises en compte dans la prise de décision. Donc avec l'analyse de cycle de vie, on révèle en fait le reste de l'iceberg, ce que l'on ne voit pas. On va aller regarder, est-ce qu'en résolvant notre problème de fin de vie, ce que l'on fait avec l'économie circulaire, on n'est pas en train de créer d'autres problèmes en termes de déplacement d'impact vers l'utilisation de l'eau, le changement climatique, les impacts toxiques, les impacts reliés à l'épuisement de certaines ressources, et ainsi de suite. Donc, on est capable d'aller voir dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas juste en train de pelleter le problème un peu plus loin en résolvant. Alors, moi, j'ai une question qui me vient du coup d'un coup, c'est que comment ça se calcule? Parce que j'imagine que c'est tout un métier du coup, mais ce que je voudrais comprendre, c'est que quand un produit est fait en Chine, est-ce qu'on a une vision de sa production? Est-ce qu'on en a connaissance? C'est ça. Mais est-ce que c'est précis en fait? Est-ce que quand on va, je sais pas moi, mais pour acheter un ordinateur qui est fait produit en Chine, on va aller, il y a des mines, on ne sait pas à quoi elles carburent les mines, enfin je veux dire les véhicules, les transports, l'usine de traitement, après etc. On ne sait pas qui est le fournisseur. Enfin, du coup, en ne connaissant pas tout le maillon qui fait qu'aujourd'hui on peut taper sur son écran au Québec, comment on fait pour calculer Quel tout est ça? le niveau de détail? Alors, Exactement. l'analyse de cycle de vie n'est pas un outil précis. L'analyse de cycle de vie est un modèle. L'analyse de cycle de vie, c'est un modèle, et puis on aime bien dire souvent tous les modèles sont faux, mais certains modèles sont très utiles. Donc, l'analyse de cycle de vie est un modèle qui modélise l'ensemble de l'économie, en tenant compte de moyennes de production, en tenant compte des types. En fait, on va s'arrimer à des bases de données qui sont des bases de données qui tiennent compte de tout ce que l'on sait déjà. C'est-à-dire, par exemple, on sait très bien comment est-ce qu'on fabrique de l'électricité en Chine. On sait très bien quel est le ratio d'électricité qui est fabriqué au charbon, qui est fabriqué, et ainsi de suite. Et donc, on sait un kilowattheure moyen chinois, quelle est sa composition en termes de type de filière de production, et quelles sont les émissions de CO2 associées en moyenne à ces types de procédés. On sait ensuite, quand on a la fabrication de l'ordinateur, combien une usine, alors ça sera peut-être pas une usine typique chinoise, parfois on va avoir des approximations, parfois on va utiliser une usine qui fabrique par exemple l'aluminium, qui est une usine moyenne qu'on va positionner dans un contexte chinois. Parfois on va avoir des données beaucoup plus détaillées sur la manière dont on produit les choses dans chaque région du monde. Donc on va utiliser le meilleur de nos connaissances pour avoir un portrait de l'ensemble des maillons de la chaîne. Il faut voir qu'au fur et à mesure qu'on fait des analyses de cycle de vie, on crée aussi des bases de données qui accumulent toutes ces analyses de cycle de vie, donc on devient de plus en plus détaillé avec toutes ces informations-là. On a une représentation relativement robuste de ce qui compte vraiment dans notre cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va avoir les points chauds. On va avoir une idée des éléments clés qui vont sortir dans un cycle de vie. Par contre, il ne faut pas faire une confiance absolue dans un résultat d'analyse de cycle de vie à la virgule près. Ce serait totalement absurde. Effectivement, on a tout de suite conscience de à quel point on est en train d'aller regarder le fournisseur du fournisseur de mon fournisseur, qui est dans un contexte que je ne connais pas, qui a émis des émissions qui vont ou qui ne vont pas dépasser certains seuils, qui vont être problématiques. Donc ce sont des potentiels d'impact. Quand on fait de l'analyse de cycle de vie, on mesure un indicateur d'impact. On n'est pas en train de quantifier, de mesurer l'impact réel, parce qu'on n'a pas les informations pour ça. On est en train de mesurer à quel point potentiellement ce produit-là a plus d'impact que cet autre produit. Okay. Comment est-ce que, du coup, vous disiez qu'il y avait des grandes tendances avant qu'on se focus plus sur l'économie canadienne, québécoise. C'est quoi les points chauds, du coup, d'une analyse de cycle de vie? Est-ce que c'est le transport, l'énergie? Qu'est-ce qui pèse le plus dans le bilan carbone? Ça dépend. Ça dépend l'analyse de cycle de vie de quoi.
Je peux prendre un exemple, mais je suis déjà au Canada, donc je peux prendre un autre exemple. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Est-ce que vous avez une idée d'un produit pour lequel vous voudriez avoir une réponse plus précise? Peut-être que je vais voir si j'ai. Si je prends l'exemple de l'auto électrique, par exemple, pour illustrer que ça dépend. C'est top. Une auto électrique, si je prends la même auto électrique, que je la mets en contexte québécois, que je la mets en contexte des États-Unis, dans certains États où on a un mix qui est à base d'énergie fossile, que je la mets en Allemagne, que je la mets en Chine, on n'aura pas du tout le même portrait environnemental de cette auto électrique. Au Québec, on a fait l'analyse de cycle de vie de l'auto électrique. Il y a un rapport du CIREC qui circule là-dessus, et puis on voit en termes d'empreinte carbone, par exemple, que l'auto électrique, l'essentiel de son empreinte est relié à la fabrication de l'auto elle-même, et la phase d'utilisation de la voiture, c'est un trait sur le graphique parce qu'on a de l'hydroélectricité. Si on met la même voiture, et on a fait une analyse de sensibilité dans différents États américains, on voit que la phase d'utilisation augmente parce qu'on est en train de l'alimenter avec d'autres types d'énergie. Au point que, dans le contexte québécois, sur le cycle de vie complet, en tenant compte de la durée de vie de la voiture, on voit qu'on a un bénéfice environnemental à choisir l'auto électrique plutôt que l'auto à essence. Dans d'autres contextes, on est en train d'inverser complètement la tendance, simplement à cause du mix énergétique de la région dans laquelle on se trouve. On est capable de voir, par exemple, que dans la carcasse de la voiture, pour l'auto électrique, pourquoi est-ce que c'est la fabrication de la carcasse et du moteur qui était la plus importante? C'est parce que dans les hypothèses, on a justement des autos dont le cycle de vie arrive en Chine avec de l'énergie qui est au charbon pour aller produire toutes ces choses-là. Donc on peut remonter comme ça les fils pour aller tracer où sont les enjeux quelque part dans le cycle de vie c'est pas forcément ce que l'on a sous les yeux. Un panneau solaire, souvent, qui est fabriqué en Chine, va être fabriqué avec de l'énergie au charbon, et c'est pas parce qu'un panneau solaire n'a pas d'impact pendant toute son utilisation qu'il n'a pas d'impact environnemental. Élevé au début. C'est ça, il y a eu un impact au début, et si le même panneau solaire, je l'avais fabriqué dans d'autres conditions, avec d'autres types d'énergie, j'aurais un portrait différent. Donc souvent, la réponse de l'analyse de cycle de vie, c'est très très frustrant parce que c'est souvent ça dépend, mais c'est très très intéressant parce qu'on arrive à comprendre ça dépend de quoi. Et ça donne des leviers aussi pour changer les choses, parce que à partir du moment où on a identifié ça, on est capable de prendre une décision par rapport à ces éléments qui sont les plus importants, ce qui compte vraiment. Donc c'est ça, il y a tellement de paramètres qui entrent en compte, c'est aussi la taille de la voiture, la taille de la batterie, et c'est ça, avec la recharge, là, c'est en fonction du pays où on a, il faut rouler plus pour devenir plus compétitif sur le plan environnemental qu'une voiture thermique classique. Donc, si je comprends bien, c'est que le modèle économique linéaire n'est pas viable sur le plan environnemental, et que l'analyse de cycle de vie, en fait, est un outil d'aide à la décision qui permet d'avoir un ordre de grandeur et de visibiliser les coûts environnementaux qui sont cachés et qu'on ne se rend pas compte. C'est un peu comme on avait vu ce concept-là du sac à dos écologique. C'est un semi-conducteur ou une puce de téléphone. Genre, ça fait combien? 2 grammes, mais il y a eu besoin de 32 kilos de matière environ, un ordre de grandeur comme ça, là, pour pouvoir extraire, etc. Donc, en fait, l'analyse de cycle de vie permet de visibiliser ces coûts qu'on ne voit pas en tant que consommateur ou même en tant qu'humain, en définitive. Donc c'est ça. Donc après avoir fait la petite définition sur l'analyse de cycle de vie, on aimerait rentrer un peu plus dans le concret avec le Québec, là, c'est ça? Donc Pierre, si tu veux y aller. Alors du coup, je suis hyper curieux. Ma question c'est, vous êtes expert en analyse de cycle de vie, vous avez surtout fait donc l'alimentation, si j'ai bien compris, avec l'immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, en fait, on travaille sur beaucoup de choses, mais effectivement, en fait, on est en train de développer un outil qui s'appelle la boussole durable, avec l'idée de démocratiser les connaissances en analyse de cycle de vie auprès de tout le monde, parce que souvent, justement, il y a énormément de bonne volonté, les gens veulent changer, et pour le mieux, mais souvent, on va faire des gestes qui sont contre-productifs. Donc, l'idée, c'est d'apporter à chacun la puissance de ces outils-là et de réussir à démocratiser les connaissances pour accompagner la décision, pas seulement des entreprises, pas seulement des gouvernements, mais aussi de tout le monde. Donc, pour ça, on est en train de développer des outils pour informer sur l'impact de nos modes de consommation au Québec, et on a commencé effectivement par l'alimentation. Alors, j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça vient aussi se greffer à de nombreuses conversations que tout le monde peut avoir
en disant bon, ok, je prends l'avion, mais je trie mes déchets. Tout à fait. Et Ou du je suis coup, végétarien. ou je suis végétarien, ou je fais ma part ailleurs, voilà. Avec des fois des ordres de grandeur du coup qui n'ont rien à voir. Je suis végétarien est pas mal quand même. Ouais, c'est vrai. Ok. Justement, ça va être l'occasion de démystifier un peu tout ça, et ça va être, je pense, que ça va être assez ludique parce que c'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux arbitrer nos débats de cuisine le soir avec nos colocs et nos amis. C'est par exemple, mettons, si je prends l'alimentation, vous en parlez, c'est un sujet qui nous touche tous. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous faites carotte par carotte, patate par patate, farine, etc. Comment ça se passe, l'analyse cycle de vie de tout ça? Alors, ça s'est passé de la manière suivante. On est allé faire une base de données de la consommation, donc un inventaire du cycle de vie de la consommation de nourriture au Québec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est allé regarder statistiquement qu'est-ce que les gens mangent. Donc, il y a des données qui existent sur les tranches d'âge, les genres, et puis les menus typiques, moyens. Alors, encore une fois, c'est pas des cas spécifiques. On n'est pas en train de regarder le menu spécifique de plusieurs personnes, mais on a une empreinte de segments de population qui ont une alimentation typique au Québec, donc qui représentent ce que les gens mangent et gaspillent et cuisinent au Québec. Et on est remonté comme ça jusqu'à l'épicerie. Comment est-ce que nos épiceries s'approvisionnent? D'où viennent les aliments? Si j'ai 1 kilo de bœuf sur la tablette, d'où est-ce qu'il vient? Si j'ai des légumes, quelle est leur provenance? Quel est leur taux de perte? Quelle est leur quantité d'emballage? Et donc on s'est posé toutes ces questions-là. Et on est allé documenter ça dans ce qu'on appelle des jeux de données qui vont dire, pour 1 kilogramme de bœuf acheté à l'épicerie, j'en ai tant qui vient proportionnellement de l'Alberta, du Québec, de l'Ontario, des États-Unis, peut-être même d'Australie. Et ensuite, on met tout ça ensemble avec des bases de données déjà existantes pour tout ce qui est déjà bien documenté. Donc, par exemple, dans l'épicerie, il a fallu conserver certains aliments avec de l'énergie. L'énergie, c'est l'électricité du Québec qui est déjà très bien documentée. Pour la production d'aliments, il a fallu, pour le transport, il a fallu des transports en Amérique du Nord. On a des camions en Amérique du Nord. Donc, on va se relier à des données qui sont déjà existantes. Et ce qu'on est allé compléter, c'est le dernier morceau qui reste pour arriver jusqu'à l'assiette moyenne du Québécois. D'accord. Et puis après, on est capable d'aller évaluer, d'aller mesurer l'impact associé à chacun de ces procédés. Parce que pour chacun de ces procédés, on regarde, on remonte la chaîne, mais aussi à chaque maillon de la chaîne, on regarde quelles sont les émissions. Si j'ai un transport, je vais avoir des émissions de CO2 directement pendant ce transport-là. Si j'ai de l'agriculture, je vais avoir toutes sortes d'émissions associées à l'agriculture qui vont avoir toutes sortes de conséquences. Donc on est en train de quantifier tout ça pour pouvoir mettre tout ça en perspective et regarder est-ce que mon emballage que je vais éviter à la fin est plus important ou moins important que la viande que je vais éviter de manger si je suis végétarien. Donc, une fois qu'on a toutes ces choses-là, la prochaine étape, qui n'est pas encore faite, mais vers laquelle on s'en va, ça va être ensuite de pouvoir permettre à chacun de faire son propre menu et d'aller regarder si je remplace telle habitude par telle habitude. Oui, je vais peut-être réduire mon impact si je deviens végétarien parce que je vais manger moins de viande, mais par quoi est-ce que je la remplace? Est-ce que c'est par du fromage? Le fromage, on augmente quand même. Le fromage, je vais avoir d'autres impacts reliés à l'élevage. Et puis, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? C'est toutes ces choses-là qu'on va aller quantifier, qu'on va être capable de mettre en perspective. Très intéressant. Qu'est-ce qui est ressorti du coup de cette étude pour les Québécois? Quels sont les postes d'émission ou d'empreinte environnementale majeure dans l'assiette des Québécois? Alors, dans l'assiette du Québécois, le plus gros enjeu, c'est la production des aliments. D'accord. Donc, c'est de manière générale, 80% à peu près de l'empreinte de notre assiette, c'est le fait d'avoir produit notre nourriture. Et de ces 80%, il y a, si je me rappelle bien, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais 16% qui sont dus au gaspillage alimentaire. C'est donc la production d'aliments qu'on ne mangera pas et qui auraient pu être mangés. Et puis 8% en plus qui sont des aliments qu'on a jetés parce que c'est la différence entre la peau de l'orange et l'orange gâtée. Donc 8% c'est la peau de l'orange et 16% okay. C'est l'orange qu'on a produite qu'on n'a pas mangée. Donc le gaspillage alimentaire est quelque chose d'énorme. Après, on a une part qui est reliée à la fin de vie, mais qui est bien moindre que l'impact. En fait, quand on parle de gaspillage alimentaire, si par exemple je décide d'aller composter ce que j'ai gaspillé, je l'ai quand même produit. Donc cet impact-là, c'est
c'est immuable. Je peux pas Oui, c'est de la le production. réduire une fois qu'il est fait. C'est Incompressible. peu importe la finalité. la finalité, c'est ça. Peu importe la fin de vie que je choisis, il a déjà eu lieu. Ok. Donc, faut le réduire en amont. Et la part de la viande là-dedans, Alors, en fait, c'est ça. Après, quand on regarde dans la production, effectivement, la viande est un gros. En fait, les gros contributeurs dans la production, donc on avait la viande, les produits laitiers. En fait, c'est viande et poissons, mais surtout viande et principalement viande rouge. Les produits laitiers, celui qui m'a traumatisé, le chocolat. Ah ouais, c'est ça. La sucrerie. C'était ma sucreries et question le d'après parce que Oui, on a vu que vous aviez été étonné. je crois que c'était genre 2%. 2% du volume consommé, c'est 10% Des de l'empreinte. impacts, oui, c'est ça. Wow. Mais bon, sachant que c'est des données, c'est pas les données les plus robustes de notre base de données, mais néanmoins la Ça production. donne un bon ordre de grandeur. La production est quand même. C'est fou quand même. C'est ça. Moi, je me questionne, vous dites là il y a la production et j'aimerais savoir aussi quelle est la part du transport parce qu'on entend souvent le Québec est un pays nordique, en hiver on peut pas produire, on importe tout. Quelle est la part du transport dans tout? Est-ce que vous l'avez? Alors, dans cette étude-là, on n'a pas. En fait, on a l'impact dans la production, le transport est inclus. Par contre, D'accord, très bien. on a fait d'autres études assez intéressantes où on met en perspective justement. Il y a une étude qui a été faite par AGECO qui est disponible en ligne, qui a été faite sur la production en serre au Québec, où on voit la part de l'énergie. En fait, c'est toujours la question du compromis entre produire en hiver au Québec avec de l'énergie pour les serres versus faire venir des aliments du sud En avion. avec en avion, la question se pose pas, mais en camion, en train et ainsi de suite. Donc quel est l'impact du transport versus l'impact de l'énergie qu'on utilise sur place? Puis là encore, la réponse, c'est un gros ça dépend. Ça dépend comment la serre est chauffée. Et puis de plus en plus, on voit que les sériculteurs se tournent vers des stratégies alternatives, utiliser les biogaz de sites d'enfouissement comme gaz naturel renouvelable pour chauffer des serres, utiliser des pertes thermiques de certaines industries qui vont du coup servir de système de chauffage, utiliser aussi pareil la capture du CO2, Isarime. On parle d'économie circulaire, ça c'est clairement des stratégies d'économie circulaire où les déchets des uns servent d'intrants pour les autres. Quand on a une industrie qui émet des gaz à effet de serre, il existe maintenant des systèmes de capture du CO2 où on va ensuite utiliser le CO2 pour aller nourrir les concombres ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des stratégies où on va essayer de réduire l'empreinte et ça a une influence sur l'empreinte du légume qu'on va ensuite... Bah oui, dans toute l'analyse exactement. qui a été faite, ça. Donc si on a une serre qui est chauffée avec de l'huile versus une serre qui est chauffée avec un système innovant qui va récupérer les pertes thermiques d'une usine, ça change complètement le portrait de la tomate qui va sortir de la serre ou du concombre qui va sortir de la serre. Donc en réalité, c'est tout ça qu'on voudrait révéler. C'est quand j'achète une tomate, se poser la question de Oui. quelle est son empreinte en tenant compte de tout ça, parce que probablement qu'en venant du Mexique, elle a un gros impact associé au transport, par exemple, mais en venant du Québec, peut-être qu'elle a beaucoup moins d'impact parce qu'elle a été produite de façon... circulaire, on peut dire. C'est ça, avec des stratégies pertinentes en termes de chauffage. Peut-être qu'elle aura plus d'impact si elle vient d'une serre moins vertueuse. C'est ça, les fausses bonnes idées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit vraiment que ce sont des choses dont les gens tiennent de plus en plus compte au niveau de la production. Donc on voit vraiment des mouvements en termes de manière il y a des efforts des producteurs pour réduire leur impact. En termes de manière de produire, et c'est vraiment un secteur qui du coup innove à ce niveau-là. Puis ça devient économique aussi pour eux à un certain point En termes d'image, je pense que c'est important. D'image aussi, c'est vrai. Ouais, c'est passionnant. Et c'est pour ça que c'est important aussi de révéler. Pardon. Non, allez-y. Non, mais je pense que c'est pour ça que c'est aussi important de révéler l'empreinte environnementale aux consommateurs de ce qu'ils consomment. Parce que à partir du moment où c'est révélé, ça devient aussi un argument très très important pour les producteurs pour changer leurs pratiques. Parce qu'il y a tout un risque réputationnel associé à la façon dont on produit les choses. Et il n'y a pas vraiment d'incitatif pour mieux produire tant qu'on n'est pas capable de mettre en lumière à quel point c'est mieux. Totalement. Donc je pense que chacun a y gagné. Tous ceux qui produisent de façon plus responsable ont à gagner au fait que ce soit le plus transparent possible. Les consommateurs ont vraiment intérêt à avoir cette information-là parce que
s'ils veulent vraiment changer les choses, ils ont besoin de savoir est-ce que ce que je fais c'est vraiment efficace, est-ce que je suis en train de donner un coup d'épée dans l'eau, ou est-ce que c'est vraiment le bon bouton sur lequel je suis en train de presser. Mais c'est sûr que c'est frustrant d'être devant au supermarché et puis d'avoir voilà, ces tomates et puis tu dis elles sont bio mais viennent du Mexique, est-ce que c'est mieux que pas bio mais de la serre d'à côté, qu'est-ce qu'il faut choisir, enfin c'est ça. Mais alors du coup qu'est-ce que ça pourrait, quelle forme ça pourrait avoir ce... Ouais, ça s'applique une comment? fois que vous avez fait votre base de données, une fois que vous avez les calculs, les chiffres, super. Après, il faut un Nutri-Score. Il faut le communiquer. Ouais, un C'est ce que Nutri-Score. vous soulignez, hein, c'est ça? Oui. Faudrait- En réalité, ça peut prendre beaucoup de formes, mais j'aime bien parler de boîte à outils beaucoup plus que d'outils. Donc, la boussole durable, c'est pas un outil, parce que souvent, quand on parle de ça, on pense à une application. Je scanne mon produit, j'ai un résultat. Oui, comme Yuka, c'est ça. Et ainsi de suite. Mais en réalité, ça se révalide pour certaines personnes. Il y a des segments de la population qui n'iront jamais faire le geste d'aller choisir une telle application et puis de faire la démarche. Mais peut-être que une trousse de sensibilisation, peut-être que des activités, des défis, peut-être que le travail des journalistes, la communication, le genre d'activité qu'on est en train de faire en ce moment, peut-être que, en fait, c'est une information robuste qu'on veut intégrer dans toutes sortes d'outils. Par exemple, la base de données qui existe déjà là sur l'alimentation est en train d'être intégrée dans des outils pour calculer. Polycarbone a intégré ça, donc qui est une OBNL avec qui on collabore très étroitement sur ce projet-là, l'a intégré dans un calculateur pour faire des défis qui font notamment dans les universités, mais de plus en plus aussi dans les organisations, sur pour l'instant c'est quoi le portrait de ma façon de me nourrir, et puis sur la base de ça, on quantifie, on identifie 2-3 actions qui seraient les plus pertinentes par rapport à là où on en est maintenant. Et puis, on gagne des points par rapport à ça. Enfin bref, ça, c'est un défi par rapport à une réduction des gaz à effet de serre. On peut aller intégrer ça pour aller calculer à l'école polytechnique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Oui, mais il y a maintenant, à la cantine de l'école polytechnique, l'empreinte carbone des menus est affichée. C'est basé sur cette étude. Donc là, on les a, les Nutri-Scores, en fait, entre guillemets, mais Wow. c'est pas des Nutri-Scores, mais des scores d'empreinte carbone qui sont affichés et puis qui peuvent influencer éventuellement la décision des personnes. Même ceux qui n'ont absolument pas une démarche environnementale vont les voir et peut-être que ça va éveiller C'est un cercle vertueux que ça crée. Exactement, ça crée une dynamique, ça crée une source d'information par rapport à une information qui n'était pas là et qui maintenant est là, et qui permet de changer la décision. Je suis convaincue que le fait d'afficher l'information fait en sorte que les gens finissent par en tenir compte. On parle d'alimentation là, mais un exemple aussi parallèle, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments qui commence à être affichée maintenant qui est affichée depuis un moment de façon systématique en France sur toutes les annonces de vente d'appartements, de maisons. On voit maintenant que le prix est corrélé à cet affichage-là, donc ça a une influence sur le prix parce que c'est affiché. Positive. Et que du coup les gens en tiennent compte, et un bâtiment plus efficace va se vendre plus cher qu'une passoire énergétique. C'est plus économique aussi en C'est plus consommation. économique aussi, mais le fait de transférer l'information, ça change le comportement des consommateurs. Donc je pense que c'est un maillon, comme je disais tout à l'heure, l'analyse de cycle de vie n'est que un outil de quantification, mais cette quantification-là est essentielle si on veut que les choses changent, parce que sinon on ne sait pas dans quelle direction il faut aller. Mais alors justement, en prenant de direction, parce que là on parle des consommateurs, mais est-ce que c'est que aux consommateurs par exemple, ou est-ce que ça... L'analyse de cycle de vie ? Est-ce que ce genre de données aussi peut être remis à des décideurs, Bien sûr. des politiciens, ou voilà, et bon, en quoi le fait de savoir que de la viande ou qu'une carotte bio du Mexique ça consomme plus que, etc., comment est-ce que eux ils peuvent prendre en compte cette information-là aussi? Est-ce que ça... En fait, ce sont des données qui peuvent être utiles à différents niveaux. Par exemple, si on prend les décideurs, on peut prendre les municipalités. Les municipalités ont des plans climat ou des choses comme ça, dans lesquels la gestion des déchets, c'est important. Et si on veut réduire l'empreinte environnementale d'un territoire, on a besoin de savoir comment les gens se comportent, consomment et ainsi de suite à l'échelle de ce territoire pour éventuellement accompagner
En réalité, moi, je vois la boussole comme un outil pour les citoyens et tous ceux qui veulent accompagner les citoyens dans une transition durable. La transition durable, c'est pas chacun est impliqué, mais c'est pas chacun tout seul qui va la faire. Quand on parlait tout à l'heure de l'empreinte des individus, quand on fait l'empreinte des individus, bon, là on a fait l'empreinte de l'alimentation, mais on a aussi fait l'empreinte beaucoup plus simplifiée d'un consommateur en tenant compte de tout ce que l'on consomme. Et on voit qu'une part de l'empreinte d'un consommateur au Canada ou au Québec, c'est relié aux infrastructures gouvernementales, c'est relié, si j'utilise une voiture, j'ai besoin d'une route, j'ai besoin de... et ainsi de suite. Et c'est une part non négligeable de mon empreinte à moi sur laquelle j'ai absolument aucune prise. Par contre, si j'ai l'information, j'ai une base solide pour un dialogue entre moi, le gouvernement, Hydro-Québec peut-être par rapport aux moyens de produire l'électricité à laquelle j'ai accès, mais avoir accès à du transport en commun, avoir accès à toutes sortes de choses qui ne sont pas 100% dépendantes de moi, mais qui vont me permettre, moi, de réduire mon empreinte. Donc, je pense que... donc ça, c'est du côté du citoyen. Après, du côté de la municipalité, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, avoir ces informations-là sur... Bon, ben, peut-être que si on choisissait de produire des autos électriques au Québec, au lieu de les produire en Chine, on réduirait beaucoup l'empreinte. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent influencer aussi toutes sortes de politiques, toutes sortes d'incitatifs par rapport à toutes sortes de politiques publiques. Je suis pas du tout une experte en politique. Non, c'est très intéressant d'avoir travaillé dessus. Mais c'est un outil d'aide à la décision à tous les niveaux. Et puis par ailleurs, ces décideurs-là sont aussi des consommateurs dans le sens où l'approvisionnement responsable, ça se fait à tous les niveaux, au niveau aussi bien des gouvernements, des entreprises que des consommateurs. Donc ces bases de données, si j'achète quelque chose au Québec, que je sois une entreprise, que je sois un gouvernement, que je sois un citoyen, c'est la même empreinte par rapport à ça. Mon kilowattheure, c'est la même chose. En fait, donc, c'est de l'information qui peut être transformée dans des outils à l'attention des entreprises, autant que des décideurs gouvernementaux, que des citoyens. C'est vrai, c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là, de se dire que le consommateur, le citoyen de façon générale, il a sa part à faire. Il peut réduire sa consommation de viande, il peut arrêter de prendre l'avion. Mais comme vous le disiez, il y a les infrastructures, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il n'a pas de prise, mais que collectivement, on peut décider d'avoir une prise sur cette chose-là. Et c'est vrai qu'il y a cette question-là, qu'il y a des budgets qui sont incompressibles. Tu es obligé de passer par le système de santé, qui a une certaine empreinte, qui a ensuite est répercutée envers tous les citoyens, pour les infrastructures, les routes, les ponts, etc. Et donc, du coup, en ordre de grandeur, à peu près, on part. Qu'est-ce que ça représente environ J'ai pas les chiffres. Pas d'enjeu. C'était juste... J'ai pas les chiffres sous la main, mais... Et pour un citoyen, de façon générale, vous disiez que vous avez fait un peu un portrait global sur quels sont les postes de dépenses environnementales des citoyens, alimentation, consommation, voyage, tourisme. Comment est-ce que ça s'articule, tout ça? Quels sont les... Alors, numéro 1. C'est ça qu'on veut savoir, le classement final. Le plus, en fait, les principaux, parce que il y en a quelques-uns qui sont majeurs. Les déplacements quotidiens, en fait, notamment la voiture, sont bien entendu en tête quand on parle et là on parle de changement climatique. Pour l'instant, on l'a fait juste pour le changement climatique. L'alimentation en est un qui est important aussi. L'habitation, mais l'habitation, ça se décline aussi. Il y a le chauffage de l'habitation, mais il y a aussi tout l'approvisionnement de notre maison, l'entretien de notre maison, les matériaux et ainsi de suite. Ça, c'est les plus grands volets, mais on voit aussi, quand on regarde, parce que là, on a regardé ça par la lorgnette de une empreinte carbone de la consommation, donc non pas le bilan carbone qu'on fait d'habitude au Québec, qui est un bilan territorial de la production. Parce que quand on regarde le bilan carbone qu'on nous communique en général est un bilan carbone qui est basé sur ce qui est produit sur le territoire. Peu importe que ce soit consommé par les utilisateurs du territoire, par les habitants du territoire, ou que ce soit consommé ailleurs, importé, exporté, et on ne tient pas compte de ce qu'on importe. J'ai l'impression que je m'exprime de manière un peu... Non, c'est excellent, c'est excellent. Un peu flou. Non, c'est très clair parce que c'est par exemple l'inventaire des gaz à effet de serre du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, si je me souviens bien. Il prend en considération uniquement les émissions territoriales qui sont émises sur le territoire, ce qui fait qu'un Québécois a environ 9 tonnes en empreinte carbone. Mais on rate la moitié. Enfin, on rate pas la moitié, on rate... à la fois, on en rate et à la fois, on en compte qui ne nous revient pas. Oui, parce qu'on en réexporte. C'est exactement. Parce que quand on exporte des produits fabriqués au Québec,
Québec. C'est pas ce que nous Ça allons se consommer. Mais si on tient compte, la question qu'on peut se poser, c'est qui est responsable d'une émission de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est le territoire dans lequel on produit quelque chose ou est-ce que c'est le territoire dans lequel on consomme ce qui a été produit? Les deux perspectives sont complémentaires et les deux sont importantes, mais je pense que ça serait très intéressant aussi, on parlait de politique tout à l'heure, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais dans les discussions internationales, d'aller tenir compte justement de ces échanges de gaz à effet de serre à travers les produits qu'on importe et qu'on exporte. L'avion, typiquement, on sait l'avion, mais pas juste l'avion, le fait par exemple que dans notre empreinte carbone de la consommation au Québec, donc ce qu'on a fait, on est allé regarder pour $1 dépensé dans chaque secteur d'activité au Québec, on est capable de savoir comment ça se répartit en termes des dépenses partout dans le monde, dans différents secteurs d'activité qui ont des émissions. Donc ça nous permet d'avoir des tables d'entrée-sortie économiques arrimées avec des émissions de gaz à effet de serre. Ça nous permet de savoir, pour tout le budget d'un ménage québécois moyen, où sont les émissions partout à travers le monde et calculer l'empreinte associée à tous ces dollars dépensés. Et on voit apparaître certains secteurs qui n'apparaissent pas du tout dans le bilan carbone du Québec. Par exemple, nos vêtements. Il n'y a pas de secteur pour ça. Il n'y a pas de vêtements. Qui sont produits ici. En fait, il y a très peu de. En fait, l'industrie textile. L'industrie textile, c'est loin. Le secteur de la mode apporte beaucoup de choses. Donc, l'empreinte carbone de la mode, c'est principalement relié au fait d'avoir produit ces textiles-là ailleurs dans le monde, en Chine et ainsi de suite. C'est-à-dire que juste ici, en gros, c'était que on comptait les bilans carbone associés aux émissions territoriales ici au Québec. Oui, mais vu qu'il n'y a pas d'industrie textile au Québec, ce que je veux dire, c'est que pour le vêtement, du coup, on commençait à compter le bilan carbone du vêtement que à partir du bateau moment qui arrive sur le port, et là on commence à compter jusqu'au centre de distribution finale, qui est une boutique, mais on donc la production du tout exactement tout ce qui est tout ce qui est en amont sort de notre radar quand on analyse à l'échelle territoriale, et par contre ça rentre dans le bilan carbone de la Chine. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais, mais sur le bateau alors. Ça fait partie des débats sur les empreintes territoriales aussi. C'est que ce qui est entre les territoires est aussi une question. Mais si on prend la perspective de, on va aller regarder l'empreinte carbone d'un territoire par rapport à ce qui est consommé sur ce territoire-là, ça change la perspective. Et donc là, c'est l'exercice qu'on a fait. Et quand on parlait de l'impact des transports, ça c'est quelque chose qui apparaît dans les deux cas. Si je regarde les émissions, parce que les émissions sont principalement pendant l'utilisation du véhicule, donc que je regarde le bilan carbone du Québec ou que je regarde l'empreinte de la consommation, le bilan carbone de la consommation au Québec, je vais avoir dans les deux cas les déplacements comme un enjeu majeur, donc notamment relié à la voiture. Oui. Par contre, tout ce qui est beaucoup plus échangé, la production industrielle du Québec, il y en a une partie qui va être exportée, donc qui ne comptera pas dans la consommation, mais dans tout ce que l'on va consommer au Québec, on va voir des choses apparaître qui étaient complètement invisibles avant. Alors c'est quoi du coup ces choses donc les vêtements, on a dit Oui, les vêtements par exemple, on voit beaucoup de biens de consommation, alors c'est pas forcément des empreintes énormes, mais ce sont des choses qui n'apparaissent tout simplement pas dans l'autre perspective. Donc après, c'est la partie sur laquelle on doit encore creuser. C'est pour ça que en fait, ça c'est une démarche qu'on a fait pour prioriser la base de données qu'on est en train de créer. Là, c'est avec des tableaux d'entrée-sortie, donc c'est quelque chose qui permet d'être exhaustif, mais qui n'est pas très précis. Puis après, on va aller adopter une approche où on va vraiment regarder à l'intérieur de chaque secteur les détails de la façon dont on consomme au Québec. Donc pour être sûr de bien comprendre, c'est qu'au Québec, il y a quand même une grosse production industrielle qui a émergé parce qu'il y a la question de l'hydroélectricité qui était quand même abondante, on peut dire, et pas chère, qui a permis que des industries externes sont venues s'installer au Québec pour produire et ensuite réexporter. Mais donc ça, c'est les émissions associées à la réexportation ou à l'exportation classique devraient être soustraites des émissions. Si on adopte une approche consommation, c'est le consommateur. C'est ça. Qui hérite de l'empreinte qui a eu lieu, même si elle a eu lieu ailleurs que dans le pays dans lequel c'est consommé. Ok, et donc du coup, avec une approche émission territoriale, par contre, ce qui est hyper problématique, c'est que la production n'est pas prise en compte si elle n'est pas sur le territoire. C'est-à-dire, par exemple, une voiture électrique,
imaginons un Québécois, il achète une Kia électrique. Cette Kia-là a été produite en Chine. Ça veut dire que les émissions liées à la production, qui représentent quand même la majorité de l'empreinte carbone de la voiture, ne sont pas prises en considération sur sa propre empreinte carbone. Exactement. Ok. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que vous disiez qu'il y a une grosse part des déplacements qui représentent l'empreinte, les émissions territoriales au Québec. Ça, c'est surtout les déplacements par rapport au transport. Oui. C'est ça. Oui. Ok, très bien. Quoi qu'il arrive, c'est le Déplacement transport quotidien. numéro 1. Dans les deux cas, les déplacements quotidiens sont un enjeu majeur. Alors c'est marrant parce que alors, ça me fait penser à ça, mais j'avais vu dans un des rapports qu'avait produit le CIREG, il y avait l'emploi du Uber et tout ce qui est voiture, tout ce Covoiturage. Ouais, alors, covoiturage, mais là vraiment dans le sens où avec mon téléphone, je commande un taxi. Oui. Je suis pas sûre d'avoir vu celle-là. Et c'est ce qui, enfin, je sais pas si c'est sur le site du CIREG, mais en tout cas, ça donnait sur un autre lien. Et il disait que ça pouvait être un faux exemple, parce que du coup, les gens avaient tendance à prendre des voitures plus grosses et qui consomment plus pour le confort du passager, et que du coup, c'était un peu plus amorti le coût carbone, enfin L'empreinte. l'empreinte carbone, c'était plus accentué à cause de ce genre de. Voilà, donc en fait, je voulais dire qu'il y a des petits pièges comme ça où des fois on se dit bon c'est bon, j'ai pas de voiture donc je peux abuser de ce genre de truc, et puis mais jusqu'à quand, et puis voilà, c'était la parenthèse, mais c'était drôle de voir les faux exemples. Ce que je me questionne aussi, c'est est-ce que l'empreinte carbone d'un Québécois, vous aviez dit, c'est les transports qui arrivent en premier, est-ce que ça change en fonction des provinces? Est-ce que vous avez des données là-dessus pour dire est-ce qu'un Albertain, c'est... On est en train de travailler là-dessus. Alors, j'ai Ok. pas encore les résultats. L'article est en cours de finalisation. Mais... Ok, d'accord, on dira rien. Parfait, excellent. Mais effectivement, bientôt, on va avoir un petit comparatif de l'empreinte d'un Québécois et d'un Canadien. Et c'est ça. Ok, d'accord, c'est intéressant. Et alors donc il y avait les transports qui arrivaient en tête, etc., et donc toute une série après en cascade de secteurs. Je reviens juste sur la partie incompressible. Dedans, on compte quoi? Parce qu'on peut se dire, au Québec, tiens, il y a l'hydroélectricité qu'on a à chaque fois. Oui. Est-ce que ça suffit pas pour justement tout abaisser? Voilà. Est-ce que vous pouvez détruire nos rêves, s'il vous plaît? Électrifié, tu parles par exemple? Bah oui. Les usages? En tout cas, c'est juste que c'est ce qu'on entend souvent, c'est la fierté, et je comprends, c'est super que ce soit une énergie décarbonée grâce à l'hydroélectricité, mais jusqu'à quel point c'est un avant, enfin, quand on quantifie ça justement, et est-ce que ça veut dire à quel point c'est impactant dans le bilan carbone final du Québécois? Et puis le reste des infrastructures, les ponts, les routes. Voilà, alors pour l'hydroélectricité, on le sait relativement bien. On sait quelle est l'empreinte d'un. En fait, on a réalisé l'analyse du cycle de vie du kilowattheure québécois qui a été remise à jour, je pense, assez récemment par Annie Levasseur, qui a augmenté un petit peu parce qu'on tient compte aussi des émissions de méthane dans Des barrages. Des barrages, exactement. Ah ouais, okay. Mais du coup, je pense que c'est 34,5 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure ou quelque chose comme ça, en tenant compte de tout le cycle de vie. Mais pour ce qui est, pour revenir à la question sur la part de l'infrastructure, j'ai un peu l'impression de parler à travers mon chapeau, sans les chiffres sous la main, mais le principe, c'est de tenir compte de quand j'ai une voiture, de quoi est-ce que j'ai besoin pour parcourir 1 kilomètre en voiture? J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'essence, mais j'ai besoin aussi d'une fraction d'une route. Donc c'est ça dont on va tenir compte. Je peux pas. Donc toute notre consommation va se baser sur ces infrastructures-là aussi. D'accord. Donc d'où l'importance aussi que les gouvernements fassent leur part aussi, parce que finalement, en fait, ce qu'on comprend, c'est que si le consommateur parfait veut tout réduire, il va y avoir à un moment donné un plafond de verre où il pourra pas aller plus loin, parce que quoi qu'il arrive, ça lui appartient pas que de décarboner les infrastructures de son territoire. À part en interpellant justement son gouvernement et en votant en fonction de ça, mais pour pouvoir faire tout ça, il faut que l'information soit divulguée, et puis que ce soit quelque chose qui rentre dans la norme, de comprendre, d'avoir une littératie par rapport à nos enjeux environnementaux. Non, c'est juste que je me questionnais sur la question. En fait, des produits, des services, des procédés plus durables, c'est sûr que ça nous permettrait quand même de réduire l'épuisement des ressources, etc. Mais comment est-ce que ça s'articule en se disant que, ok, les produits sont plus durables, mais quoi qu'il arrive, si on remet on recycle, mais il y a quand même une partie de l'épuisement, enfin, on continue quand même à créer de la nouvelle matière. Donc,
faut plus de durabilité dans les produits, mais est-ce qu'il faut aussi les réduire, leur nombre? Tout à fait. Ça, c'est une très très bonne question. Là, on arrive à la question de la durabilité absolue par rapport à la durabilité relative. L'analyse de cycle de vie, c'est un outil de durabilité relative. Ça me permet de dire le produit A a plus d'impact que le produit B ou a moins d'impact que le produit B. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser de manière comparative, mais on travaille de plus en plus, et ça c'est des travaux très importants qu'on a au CIREC sur l'intégration des limites planétaires dans nos modèles d'évaluation des impacts du cycle de vie pour être capable d'aller vers des approches de durabilité absolue. Donc d'être capable de tenir compte des limites de la planète et de tenir compte de tous ces effets rebonds qui font en sorte que, oui, individuellement, chaque produit est plus efficace, a moins d'impact, mais comme on en produit plus, finalement, on est en train de, globalement, émettre davantage. Donc si je dis cet ordinateur dont on parlait tout à l'heure est préférable à cet autre ordinateur, oui, mais est-ce que ça reste quelque chose d'acceptable par rapport au budget planétaire d'avoir un ordinateur tout court ou d'avoir cet ordinateur-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je réduise encore plus? Alors ça pose plein de questions, cette question de limite planétaire, parce que il faut être capable après de les partager. Pour être capable de dire cet ordinateur est acceptable, il faut que je sache quelle est la portion de limite de la planète de mon budget qui est acceptable pour un ordinateur. Mais quand on va au niveau des modes de vie, ça peut être très intéressant et très parlant comme outil pour être capable d'avoir des indicateurs en termes de combien de planètes est-ce qu'il faudrait si tout le monde consommait comme moi. Plus que de dire c'est ce budget-là qui est acceptable pour un ordinateur, on peut se dire si on partage de façon... et après, la question c'est est-ce que c'est équitable de partager de façon égale les limites de la planète entre tous les habitants de la planète? Mais si on prend cette hypothèse simplificatrice de dire on partage le budget planétaire, on en donne un morceau à chacun de ses habitants, j'ai un budget que je peux utiliser et puis je peux comparer après mon empreinte carbone par rapport à ce budget-là ou mon empreinte environnementale de manière plus générale, parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup de carbone, mais l'analyse de cycle de vie permet d'aller regarder en parallèle aussi justement l'empreinte eau, les émissions toxiques, les particules fines, et ainsi de suite. Donc est-ce que par rapport à tout ça, je suis en train de respecter mon budget, ou bien sinon, de combien est-ce que je le dépasse? C'est passionnant. Est-ce que les Québécois le dépassent beaucoup? Alors, ça dépend. Encore une fois, ça dépend sur quel sur quelle catégorie d'impact. J'ai pas les chiffres. Là, encore une fois, j'ai pas les chiffres, mais oui, on le dépasse. On dépasse, d'accord. En tout cas, pour le changement climatique, on le dépasse sérieusement. Et puis, on est en train de faire une étude sur la biodiversité aussi. On calcule une empreinte biodiversité, et puis on est aussi largement au-dessus de notre budget à ce niveau-là. Wow. D'accord. Et l'empreinte eau, c'est pareil, j'imagine? L'empreinte eau, on n'a pas fait les calculs. L'empreinte eau, c'est l'eau qui a été nécessaire pour reproduire l'ensemble d'un produit, par exemple le textile. C'est plus compliqué que ça. Ok, d'accord. Expliquez-nous l'empreinte eau. En fait, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout. Oui, non, mais l'empreinte eau, maintenant, il existe une norme ISO qui encadre en fait la manière dont on doit faire une empreinte eau, et ça tient compte. En fait, il y a plusieurs types d'empreintes eau. Il y a des empreintes eau par rapport à la disponibilité de l'eau ou la rareté de l'eau, et il y a des empreintes eau par rapport à toutes les conséquences environnementales sur l'eau. La différence entre les deux, c'est est-ce que je suis en train d'épuiser des ressources en eau dans une région dans laquelle l'eau est rare, et à ce moment-là, je vais avoir une empreinte qui est proportionnelle à effectivement mon utilisation de l'eau, mais pas seulement la quantité d'eau, mais la quantité d'eau par rapport à la quantité d'eau disponible à travers le monde. L'autre, c'est on tient compte non seulement de ces conséquences-là, mais on tient compte aussi du fait d'avoir pollué de l'eau avec du phosphate par exemple qui va contribuer à l'eutrophisation, avec des contaminants toxiques, avec toutes sortes de choses qui vont aller atteindre les écosystèmes aquatiques. Et donc là, on va avoir aussi toutes sortes de conséquences sur les écosystèmes aquatiques et même sur la santé humaine via l'eau, qui vont être pris en compte dans cette empreinte eau. Ce que je trouve hyper cool avec ça, c'est que, et puis ça complexifie aussi la chose, mais par exemple, mettons, on se dit, c'est cool, nous, on privilégie l'empreinte carbone, par exemple, donc c'est ça qu'on priorise. Donc par exemple, je sais pas moi, j'imagine tout ce qui est recyclage, par exemple, je prends une bouteille de bière qui a été bu, qui va être recyclée pour être réutilisée. Ça demande de l'eau, par exemple, pour le lavage, pour le nettoyage et pour toutes les opérations industrielles à côté. Donc des fois, on peut se dire aussi,
Bah voilà, c'est une question d'arbitrage en fait. C'est qu'est-ce qu'on priorise aussi. En fait, c'est exactement ça. L'analyse de cycle de vie, Il n'y a pas de moins pire, quoi. C'est une question d'arbitrage qui permet de mettre les choses en perspective. Dans ce cas-là, le cas de la bière, on avait fait une étude et puis c'est clairement préférable de effectivement la laver et la réutiliser par rapport au fait de la jeter ou de la recycler. Mais effectivement, il y a des cas où on est en train, et puis dès qu'on commence à penser cycle de vie, on commence à aller voir tous ces déplacements potentiels d'impact et à se dire c'est certain que là je suis en train de résoudre un problème, mais est-ce que je suis pas en train d'en créer un nouveau avec cette solution là? Et c'est un bon réflexe pour éviter parce que le monde foisonne de solutions qui sont contre-productives. Parce que du coup on va avoir en fait chacun peut aller voir aussi midi à sa porte en fonction aussi de son arbitrage, etc. Ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on harmonise un peu les décisions. Mais bon, après, la réponse, ça va être ça dépend du contexte de la région, de la province, du pays, etc. En fonction de ses besoins, de ses manques. Mais d'où l'importance d'avoir une information justement accessible et bien vulgarisée. Donc c'est ça, tout est en open source, etc. Les bases de données ou en tout cas les études. Ça, parce que moi j'ai un peu regardé votre étude sur le sable. Oui. J'étais fasciné par les ordres de grandeur. Je me souviens plus précisément ce que c'était. Parce que le sable est utilisé de façon majeure dans le ciment, c'est bien ça? Si vous voulez, vous pouvez. Oui, c'est ça? Oui. Et en 10-15 ans, on a consommé, on a fait disparaître, je crois, 70 ou 80% des plages, c'est ça? Alors, je pense pas que ce soit en 15 ans. Ok, d'accord. Et elles n'ont pas disparu, mais en fait, il y a 75% des plages qui sont affectées à travers le monde par l'épuisement du sable. Mais en fait, c'est ça. Et puis là encore, ça dépend quel type de sable, de quel type de sable on parle. Ça va jusqu'à là, d'accord. Oui, tout à fait. Là, j'en étais. Ça, parce que le ciment, ça dépend aussi. Il faut ça dépend. C'est ça. Exactement. Il demande un certain type de sable, qui est le sable des rivières, c'est ça? En fait, disons que pour simplifier les choses, le sable qui vient du désert, qui est un stock de sable immense, n'est pas fonctionnel pour fabriquer du ciment, n'a pas les bonnes propriétés pour fabriquer du béton, non pas du ciment mais du béton, et qui est le principal utilisateur mondial de sable. Ok. Donc du coup, jusqu'ici, on a beaucoup surestimé les stocks disponibles en considérant le sable, c'est la deuxième ressource la plus abondante après l'eau, et puis ça a été longtemps considéré comme quasiment infini. Mais en réalité, on s'est rendu compte que non, c'est pas vrai. Il y a des enjeux de compétition pour le sable. Il commence à y avoir des enjeux même majeurs. Il y a un trafic de sable. Il y a de l'exploitation de travailleurs dans l'extraction clandestine. Il y a une mafia du sable. Enfin bref, c'est une ressource pour laquelle il y a une compétition. Et puis il y a on est même obligé parfois pour être capable parce qu'on a besoin pour calculer l'empreinte environnementale de savoir quels sont les stocks, quels sont les taux les flux d'utilisation. Et comme une grande partie est clandestine, on est obligé de faire des règles de trans en se disant c'est quoi la quantité de béton qui a été fabriqué dans le monde pour calculer quelle est la quantité de sable qui a été extraite, et on se rend compte qu'il en manque une c'est une ressource naturelle, c'est ça. On n'a pas la prise en se disant oh là il manque tant de tonnes de sable, etc. C'est ça qui est fou. Oui. Déjà, j'avais vu aujourd'hui en France, je crois que c'est avec l'ONF, l'Office national des forêts, il y a une mafia du bois aussi, où il y a par exemple c'est une ressource aussi limitée, le bois très utile, etc. Et il y a aussi cet enjeu-là de se dire que on ne sait pas ce qui disparaît forcément, etc. Mais ça se voit plus facilement, je pense, quand il manque un arbre que quand il manque un grain de sable. Mais waouh. Moi, j'ai une question du coup pour un peu vers la conclusion de tout ça, c'est que ok, on a une belle base de données avec des beaux chiffres, etc. Donc, vous avez parlé un peu de cette boussole. C'est quoi les prochaines étapes après? C'est de réfléchir avec des spécialistes du nudge ou de tout ce qui est un peu de la transfert de connaissances. Comment c'est quoi le plan? Alors le plan, c'est d'abord de créer la chaire sur la consommation durable, donc qui est en train d'être montée en ce moment, avec l'idée justement de rassembler des experts autour de parce que la boussole durable, c'est pas juste la génération de connaissances du cycle de vie, c'est le transfert des connaissances vers les citoyens. Donc ça implique d'avoir autour de la table des gens qui sont des experts en comportement, en psychologie, en marketing, en intelligence artificielle, et ainsi de suite, pour être capable de mettre tout ça ensemble, pour avoir les outils les plus pertinents possibles pour informer les citoyens par rapport à leur empreinte environnementale,
et les accompagner dans les gestes les plus pertinents pour réduire leur empreinte et pour que tous ensemble on arrive à sauver le monde, entre guillemets. J'ai une question aussi, moi, un peu plus sur l'avenir, etc. Vous avez dit, il y a la question de la durabilité qui est à prendre en considération parce que c'est majeur pour réduire nos émissions, notre empreinte sur la planète, etc. Et pour améliorer l'habitabilité de la Terre, parce que la Terre, je pense, s'en remettra, mais nous, pas nécessairement, si on continue avec le business as usual. Et je voudrais savoir, est-ce qu'en définitive, si on considérait d'améliorer de façon absolue la durabilité des produits, est-ce que ça impliquerait une réindustrialisation ou une démondialisation de façon générale ? Est-ce que ça réduirait les échanges internationaux de biens et de services ? Ça, j'en sais rien. Ok. J'ai pas de boule de cristal. Ok, très bien. Mais ok, d'accord, très bien. Ok. Excellent. Sinon, j'avais une autre question. C'est quoi, selon vous, après c'est vrai que vous êtes plus chercheuse scientifique, on coupera si vous n'avez pas nécessairement d'avis là-dessus, mais quelles seraient les premières actions à mettre en place, de façon générale ? Genre un Nutri-Score, réduire la taille des poubelles pour faire du nudge, comme le soulignait Pierre. Les poubelles, c'est pas forcément le plus important. Okay. C'est pas ce qui ressort comme étant le plus grand enjeu. Après, quelle est la première action ? Si je suis un citoyen, choisir la manière de me déplacer de façon intelligente, c'est déjà, je pense, prioritaire. Quand on regardait l'alimentation, réduire le gaspillage alimentaire, c'est souvent en plus des stratégies qui sont gagnant-gagnant. Très souvent, quand on va faire ces choix-là, tout ce que j'ai acheté, la nourriture que j'ai achetée et que j'ai gaspillée, c'est de l'argent que j'ai envoyé par les fenêtres aussi. Le fait de me déplacer, mettons que j'opte pour le transport actif, c'est aussi tout ça de moins de dépenser. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies qui en plus ont plein d'autres effets collatéraux bénéfiques sur la santé, et ainsi de suite, qu'on peut identifier. Mais c'est simplement de se poser aussi... Mais encore une fois, dans le passage à l'action, oui, ça c'est pour les individus, pour les citoyens. Après, il y a le passage à l'action en tant que société, être capable de partager cette information, être capable de la diffuser le plus possible pour que tout le monde prenne des décisions ensemble sur la base de cette information. Je pense que c'est aussi un des nœuds pour le passage à l'action. C'est super très intéressant. Dernière question. Vas-y. C'était sur la question. Là, c'est des choses qui sont assez évidentes en se disant il y a plein de bénéfices à passer au transport actif parce que c'est bon pour la santé, on oxygène le cerveau, il y a tout plein de co-bénéfices, c'est moins coûtant. Mais comment est-ce qu'on fait pour les jeunes générations ou même les générations d'avant pour rendre un mode de vie durable, désirable ? Parce que c'est la question que je me pose, parce que là, c'est des choix qui sont assez simples à faire, j'ai l'impression. Marcher, moi j'adore ça, etc. Mais si on dit, par exemple, on réduit l'utilisation de l'avion, parce qu'il y a toute une réflexion derrière, on se dit, j'ai envie de découvrir des nouvelles populations, des nouvelles des nouvelles cultures, etc. Mais il y a la question de se dire, est-ce que l'aviation est durable ? Peut-être pas. Et c'est la question de se dire, c'est comment est-ce qu'on rend désirable cette volonté de rendre nos modes de vie durables. C'est pour ça que c'est important d'avoir d'autres experts que des experts en cycle de vie autour de la table. Mais c'est certain que moi, je crois beaucoup à l'effet d'entraînement. Okay. On parle souvent du syndrome du voisin gonflable. Ah, mon voisin a une plus grosse voiture, je vais prendre une plus grosse voiture. Moi, j'aimerais qu'on crée un syndrome du voisin dégonflable. Okay. Que ça devienne vraiment quelque chose de souhaitable, d'avoir une vie plus simple, de consommer moins mais mieux, de faire des choix qui correspondent vraiment à un mode de vie qui soit plus sain à bien des égards. Et je pense pas que la société dans laquelle on va de surconsommation soit une société qui nous rende tellement plus heureux. Donc d'être capable de mettre en lumière que consommer plus, c'est pas forcément être plus heureux, et c'est ça. Je pense que moi je suis convaincue que les gens ont l'intelligence d'aller de l'avant et avec les bonnes informations, de trouver des solutions. Mais c'est ça, je pense avec la métrique, effectivement, moi, ce qui me marque le plus, c'est plus pour le transport aérien, parce qu'il y a eu une telle emphase, en tout cas en France, en Europe, sur le coût carbone d'un voyage d'un transatlantique. Et quand tu sais ça, et que tu compares avec tiens, en 2050, c'est à peu près 2 tonnes par personne, par an, tu te dis, ah oui, tiens, j'ai déjà fait 1,8. Je suis foutu là. Si on respectait les trucs, en fait, le fait de savoir, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir quand même. Je dis pas que ça permet l'action tout de suite. Non, mais c'est une amorce. Mais c'est une graine qui. Puis c'est puissant parce que plus les gens sont au courant, et s'il y en a qui arrêtent, il y a l'effet d'entraînement de la culpabilité aussi de continuer. Ce qui se passe en Suède là, c'est ça, où il y a un mot qui a été dit pour la honte de prendre l'avion et la fierté de se déplacer en train. C'est ça, ouais. Complètement. Ce qui est absolument ce que vous soulignez. Ça va peut-être se multiplier bientôt dans les années à venir. Voilà, et je
pense qu'on a fait une bonne analyse de l'analyse de cycle de vie. Voilà, Un beau panorama. et donc, merci pour cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que tu as trouvé le contenu intéressant. Toutes les sources sont disponibles sur la description de l'épisode. N'hésite pas à t'abonner, nous laisser un commentaire et surtout, n'hésite pas à le partager à un maximum de personnes. C'est vraiment ce qui nous aide le plus. À bientôt sur le Grand Bain.